Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, en termes de recouvrement des cotisations, la CNPS a atteint un montant record de 355 milliards de francs CFA, des chiffres en nette progression au profit des assurés sociaux. L'entreprise a retrouvé sa vitesse de croisière ces 10 dernières années. La Caisse nationale de prévoyance sociale se porte de mieux en mieux. Et plusieurs actions en faveur des femmes. D'abord, dans la région de Bouaké, plus de 500 leaders de femmes des 4 départements vont bénéficier du soutien du directeur général du Trésor. On ira également à Yamoussoukro pour parler de l'amélioration des conditions de travail des femmes du Vivrier, de hangars modernes réalisés à Logbakro et Morofé à hauteur de 12 millions de francs CFA dans le nord du pays. 12 villages dans le département de Tengrela bénéficient des actions sociales de la mine d'or. Le comité de développement local minier a réussi en 4 ans à mobiliser 2 milliards de francs CFA, un montant investi dans des projets pour le bien-être des populations. Avec ces initiatives, ces localités sont aujourd'hui sur la voie du développement. Aux États-Unis, une fusillade fait 10 morts. Un tireur a ouvert le feu ce samedi soir en pleine célébration du Nouvel An lunaire dans un dancing à Los Angeles. On note au moins 10 blessés. Le suspect a pris la fuite et est toujours en liberté. La CNPS se porte de mieux en mieux après une phase difficile marquée en 2011 par un déficit cumulé de 200 milliards. L'entreprise a de meilleurs résultats. La CNPS aujourd'hui, c'est un portefeuille financier, monétaire et immobilier de 1010 milliards de francs CFA. Le taux de recouvrement des cotisations pour les assurés sociaux est aussi satisfaisant. Des détails avec Serge Coléa. En 2011, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, cumule près de 200 milliards de francs CFA de déficit. Avec la confiance du gouvernement et la caution des partenaires sociaux, l'équipe dirigeante met en place une réforme du système de pension. Révalorisation du taux de cotisation de 8% à 12%, puis 14%. Modification de l'âge de départ à la retraite qui passe de 55 à 60 ans. Selon le directeur général, Denis Charles Kwasi, dès 2012, la courbe redevient ascendante. Le résultat net de l'entreprise grimpe et il passe d'environ 9 milliards de francs CFA en 2012 à 125 milliards de francs CFA en 2021. L'année 2022 enregistre aussi un niveau de recouvrement effectif de 355 milliards de cotisations sociales. Autant dire que la CNPS se porte à merveille. Selon nos projections, puisque l'amélioration continue, nous allons atteindre 200 milliards de bénéfices en 2025. Et le portefeuille monétaire et financier qui a atteint 740 milliards aujourd'hui, alors que c'était à 26 milliards en 2012, nous allons le passer à 1000 milliards en 2025 et 2000 milliards en 2030. Donc toutes ces perspectives-là intéressantes nous permettent de nous projeter en tant qu'investisseurs institutionnels. Nous le sommes déjà, puisque nous avons pris des parts importantes dans pas mal d'entreprises, 15% dans la société Eranov, qui est une société internationale, 20% dans NCAB IAO, 20% dans Bridgebank, 20% dans BNI et récemment 21% dans BCC. Tout ceci grâce à la confiance qui nous est faite par le gouvernement, et en particulier par le président de la République. Nous sommes vraiment dans une dynamique qui n'est pas prête à s'arrêter. Toutes ces belles performances et ces résultats financiers positifs viennent renforcer le niveau des prestations servies aux assurés sociaux. En 2023, la CNPS entend intensifier la communication autour du régime social des travailleurs indépendants. Le district autonome de Yamoussoukro bénéficie du projet à impact rapide des régions et districts financé par la primature de hangars modernes réalisés à Logbakro au Morofé. Ce financement de 12 millions de francs CFA va améliorer les conditions de travail des femmes du Vivrier. Les infrastructures ont été livrées par les ministres Souleymane Diarra Souba et Augustin Thiam. Le reportage de Soro Corona. Fini le calvaire des femmes du Vivrier de Logbakro et Morofé, deux quartiers de Yamoussoukro. Les intempéries rendaient difficile l'activité commerciale. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet à impact rapide des régions et districts financés par la primature, 2 hangars modernes remplacent ces magasins de fortune. Les infrastructures ont été officiellement remises aux bénéficiaires par les ministres Souleymane Diarra Souba et Augustin Thiam. Nous sommes contents et nous profitons de l'occasion pour dire merci à Monsieur le Président de la République qui pense aux Ivoiriens et nous disons merci aussi
à nos deux ministres de Yamoussoukro qui ont transmis ce que le président Ouattara leur a confié pour la population. Superviseur du projet à impact rapide des régions et districts de Yamoussoukro, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME rappelle les enjeux du projet. Avec le ministre gouverneur Augustin Thiam et en discussion avec les populations de Morofé et de Lobakro, nous avons convenu en tout cas de construire ces hangars pour leur permettre de faire facilement, sereinement leurs activités de commerce. Je pense que c'est une initiative sociale qui est à saluer et donc nous ne cesserons jamais de remercier encore une fois le président Alassane Ouattara. Yamoussoukro reste une priorité du président de la République Alassane Ouattara, dit d'Augustin Thiam. Cela se traduit par des projets réalisés dans la capitale politique. Pour le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, la paix est le pilier de tout développement. Depuis 2011, que la Côte d'Ivoire connaît une longue période de paix et vous avez vu tous les développements qui ont été réalisés en 10 ans. Et ça prouve que sans la paix, tous les efforts de développement auxquels nous pouvons consentir sont vains. Donc la paix, la cohésion sociale et la chefferie nous aident beaucoup dans ce domaine-là. C'est pour ça que nous les associons à tout ce que nous faisons. Ils sont un facteur pour le maintien de la paix sociale. Les deux hangars composés de 10 bosses chacun ont été réalisés à hauteur de 12 millions de francs CFA. Le projet à impact rapide des régions et districts met à la disposition de Yamoussoukro un montant de 500 millions de francs CFA. Une centaine de kilomètres plus au nord de Yamoussoukro, nous sommes dans la région de Gbeke. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique fait de l'autonomisation des femmes une priorité. Jacques Saoré a rencontré plus de 500 leaders des 4 départements. Ces femmes lui ont présenté des projets qu'ils s'engagent à soutenir. On en parle avec Soro Corona. 500 responsables des associations et coopératives féminines des départements de Bouaké, Botro, Béomiou et Sakassou face au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré Kouna. Ces leaders de femmes sont venus témoigner leur gratitude à ce cadre qui fait de l'autonomisation de la femme rurale son cheval de bataille depuis quelques années. Toi, une femme, tu as une association. Si tu as tes papiers, tu vas vers Assaouré Jacques aujourd'hui. Il te fait une femme qui est capable de faire toutes choses. Et il te pousse même à avoir même des parcelles pour financer. Cette rencontre d'échange sur l'autonomisation de la femme de la région de Gbeke a été l'occasion pour ces leaders d'exhorter leurs sœurs à se constituer en groupement et coopérative. Toute chose qui facilite le financement des projets. Aujourd'hui, on ne peut pas aider individuellement. Il faudra que nous soyons en groupe. Une fois que nous sommes en groupe, je pense que les gens peuvent venir nous aider facilement. Dans son combat d'autonomisation de la femme, Jacques Assaouré est imité par certains cadres. À Djebounois, la fondation Alali accompagne les productrices de tomates et de manioc. Nous avons besoin de beaucoup pour aider nos mamans qui se battent beaucoup dans le cadre de leur fonction, c'est-à-dire transformer le manioc, la plantation de tomates et autres. Et déjà, nous, aujourd'hui, en Guébonnois, nous avons mis des machines à disposition des femmes de Guébonnois, les associations, pour pouvoir transformer le manioc. Jacques Assaouré inscrit son soutien aux femmes dans le prolongement des actions du couple présidentiel à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Évoquer les questions d'autonomisation. Vous savez que c'est une question qui tient à cœur au président Alassane Ouattara, faire en sorte que la femme puisse subvenir à ses propres besoins. Et nous avons inscrit ça en droite ligne de notre mission dans le Gbeke. Pour 2023, un fonds spécial sera mis à la disposition des 4 départements de la région de Gbeke afin d'accompagner les femmes dans le financement des projets. Et dans le nord du pays, 12 villages dans le département de Tengrela bénéficient des actions sociales de la mine d'or. Le comité de développement local minier a réussi en 4 ans à mobiliser 2 milliards de francs CFA. Plusieurs infrastructures réalisées au profit des populations. Et avec ces initiatives, ces localités sont aujourd'hui sur la voie du développement. Le reportage de Jeanne Toubé. C'est une fin d'exercice heureuse pour le comité de développement local minier de Tengrela. Tous les projets retenus en cohérence avec les besoins des populations par le CDLM ont été réalisés avec la clé un quitus obtenue lors de sa première assemblée générale de l'année 2023. De 2018 à 2022, les acquis en termes de développement des localités impactées par la mine d'or qu'abrite le village de Sissengue sont nombreux. Et les populations touchées par le progrès en 4 années d'exercice du CDLM ne cachent pas leur bonheur. Vraiment, le CDLM travaille. Le village même, vraiment, aujourd'hui, ça va. Il y a l'école, il y a le logement des maîtres. Vraiment. Et puis, ils ont fait la route.
Il y en a d'autres encore, on attend. Nous, on perdait des enfants à cause du sang. Mais depuis que nous avons trouvé le laboratoire, par la grâce du CDLM, vraiment, les décès sont diminués. Vraiment, nous sommes très fiers. Nous, les femmes, disons un grand merci à notre président. Ce sont 12 villages du département de Tengrela qui bénéficient de l'établissement de la mine d'or. Entre 2018 et 2022, 17 projets y ont été réalisés pour un coût global de 2 milliards de francs CFA, dont 400 millions pour Sissengue. Le préfet du département de Tengrela, président du comité de développement local minier, s'est félicité des excellents rapports entre les populations et l'entreprise minière, rapports grâce auxquels le CDLM fonctionne normalement et peut assurer tranquillement sa mission. Notre objectif, c'est de contribuer au développement local des villages impactés. Et nous avons travaillé dans les domaines qui ont été indiqués par la loi. Le domaine de l'hydraulique, le domaine de la santé, le domaine éducatif, le domaine de la route. 0,5% du chiffre d'affaires doit être reversé au CDLM. Et nous allons le faire pour que ce développement-là soit vraiment une réalité. C'est le dernier contact du préfet de Tengrela avec les populations des villages impactés par les activités de la mine de Sissengue, en sa qualité de président du CDLM de Tengrela. Ambroise Cyril Diomandé est appelé à servir en tant que préfet de Mbayakro. Il a invité le CDLM de Tengrela à toujours respecter ses engagements vis-à-vis des populations. Le centre de gestion interministérielle de crise forme les agents des différents ministères, les participants outillés au processus de gestion de crise dans un contexte national. Ils se sont surtout imprégnés des techniques de coordination pour mieux gérer les catastrophes naturelles. Khalil Diomandé, Didier Nguessan. Agir en synergie et surtout de manière coordonnée pour mieux appréhender les catastrophes naturelles, les accidents de grande envergure et les crises sanitaires. C'est autour de ce principe que s'est déroulé l'atelier sur la gestion interministérielle de crise. Une formation initiée par le Centre de gestion interministérielle de crise, CGIC, en collaboration avec l'Union européenne. Durant 5 jours, une quarantaine de participants provenant de différents ministères ont été édifiés sur la procédure et les stratégies de gestion de crise interministérielle. Durant cette semaine, vous avez pu appréhender les spécificités de chaque ministère afin de mieux vous préparer à travailler ensemble dans un contexte de crise. Si jamais une crise majeure devait survenir, vous seriez prêt grâce à cette formation qui vous a donné quelques outils et quelques clés pour gérer au mieux et ensemble des situations de crise. Cette formation marque également l'opérationnalisation du CGIC, créé par décret en 2015. Afin d'assurer la coordination de la gestion des crises d'ordre naturel ou humain. C'est ce décret de 2015 qui met en place un cadre de gestion intégrée des crises. Il était bon qu'à un moment donné, nous puissions nous arrêter, opérationnaliser ce qui avait été écrit en 2015, afin que nous puissions gérer au mieux les crises en équipe interministérielle. Et on encourage à répéter ce genre d'atelier et à faire beaucoup d'exercices, de sorte que lorsque un événement imprévu, une calamité naturelle survient, que la gestion puisse être fluide. À l'issue de l'atelier, chaque participant s'est vu décerner un certificat, témoignage de sa compétence en gestion interministérielle de crise. Le premier colloque international des biosciences et développement en Afrique s'est tenu à Abidjan en novembre dernier. Les participants ont évoqué l'apport de la science biologique dans le développement de nos cités africaines. Dans le Dimanche Magazine, Herman Guivet a reçu ce 13h le président du comité scientifique. Je vous propose un extrait de l'entretien. Au niveau donc de ce colloque, l'objectif, c'était d'abord de faire le point de l'ensemble des résultats pertinents que la recherche en sciences biologiques a pu mettre à la disposition de la communauté. Ensuite, diffuser ces résultats et avec des différents secteurs, les industriels, mais aussi les décideurs et les politiques, nous puissions ensemble entrevoir les voies et moyens pour pouvoir donc mieux utiliser tout ce potentiel. Je souhaiterais que nos pays comprennent qu'il faut créer des environnements propices à la recherche. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives pour faire la promotion des chercheurs, etc., que nous saluons. Mais nous pensons que la recherche aujourd'hui n'est pas une recherche individuelle, c'est une recherche
pluriel. Parce que tous les problèmes de développement, par définition, sont complexes. Et le concept de transdisciplinarité, qui donne une approche qui part des bénéficiaires, en passant par toute la chaîne des intermédiaires jusqu'aux chercheurs, est une des voies royales pour pouvoir donc arriver d'abord à identifier nos orientations de recherche pertinentes et également, avec tous, participer à cette aventure merveilleuse de la découverte du savoir, du savoir-faire, pour mieux être. Et dans l'actualité politique ce soir, les enseignants militants du RHDP témoignent les gratitudes au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions sociales en faveur de tout le pays. Cette rencontre de Bouaké, c'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ces cadres du parti invitent les enseignants à faire triompher les listes du RHDP aux élections locales. Soro Corona. Boulevard du Palais du Carnaval de Bouaké. Lieu de rencontre de plus de 10 000 enseignants venus des 901 sections de l'UERHDP, Union des enseignants, du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du pays. Ces acteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage répondent ainsi à l'appel du secrétariat national en charge des enseignants du RHDP. Le 6 août 2022, avec des mesures sociales inespérées annoncées par le président de la République, et mise en œuvre aussitôt. Cette disposition, si elle touche l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, concerne principalement et d'abord les enseignants qui représentent 70% de l'effectif de la fonction publique. Nous sommes les grands bénéficiaires. Face à ces bonifications historiques de nos salaires et accessoires de salaire, nous ne pouvons rester silencieux. Nous sommes ici donc pour traduire de manière entière la gratitude du bienfaiteur de la Côte d'Ivoire à nos solutions. Cette cérémonie d'hommage a réuni plusieurs cadres et structures spécialisées du parti. Amadou Kouné, coordonnateur régional du Békès, salue cette marque de reconnaissance des enseignants. Le ministre des Transports exhorte les enseignants à accompagner le gouvernement dans sa lutte contre l'incivisme. Vous devez aider le gouvernement à lutter contre l'incivisme. Vous devez aider le gouvernement à encadrer les jeunes. Vous devez accompagner pendant l'année 2023 la vision et l'ambition du président de la République de faire de cette année 2023 l'année de la jeunesse. Et je voudrais pouvoir compter sur vous pour que vous preniez toute votre part pour qu'en 2023, au-delà de tout ce qui va être fait par le gouvernement, que vous accompagnez le gouvernement à faire en sorte que nous ayons une jeunesse de plus en plus, beaucoup plus responsable. Cissé Ibrahima Bakongou, directeur exécutif du RHDP, s'est réjoui de l'apport des enseignants dans l'implantation du parti dans toutes les localités du pays. Depuis les heures incertaines de l'opposition jusqu'à la conquête et l'exercice du pouvoir d'État, les enseignants ont été de tous les combats en vue de l'enracinement des valeurs de justice, de liberté, d'égalité et de démocratie. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a mis en mission les enseignants. Je vous mets en mission au nom du directoire du RHDP afin d'assurer une victoire éclatante à tous les candidats du RHDP aux élections municipales et régionales d'octobre ou novembre 2023. Allez dire partout que notre pays a la chance d'avoir le président Alassane Ouattara, un technocrate hors pair, bien au fait des grands enjeux de notre époque. Cette cérémonie d'hommage et de soutien au président de la République Alassane Ouattara se tient pour la 3e fois à Bouaké. Et non loin de Bouaké, la région du Hambol accueille du 26 au 28 janvier le vice-président de la République. Des élus et cadres sont à pied d'œuvre déjà pour une forte mobilisation des populations. Le président du conseil régional du Hambol sillonne tous les départements pour sensibiliser les différentes couches sociales. Charles Tatou. Cette visite de travail du vice-président de la République, Tiemoko Meïle Kone, procurera de nombreuses actions de développement à la région du Hambol. Au menu,
du programme de sa tournée de travail dans le handball, des premiers coups de pioche, des travaux de bitumage, des axes d'Abakala-Satamasokoro et Nyakaramadougu-Tortilla. Le vice-président consacrera également un temps à certaines préoccupations des communautés musulmanes et catholiques de Katiola. Une visite donc riche et pleine d'espoir que veulent mettre à profit les élus et cadres de la région pour un hommage appuyé au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président du conseil régional du handball sillonne déjà les chefs-lieux de département qui composent la région afin d'informer et sensibiliser les différentes couches sociales. Après Dabakala, cap a été mis sur Katiola. Ici, Konaté Khalil, entouré du maire Thomas Kamara et du doyen des cadres Gaston Wassena Kone, invite les populations à une mobilisation exceptionnelle quant à l'accueil du vice-président de la République. Katiola a bénéficié largement des actes de développement posés par le président de la République. Nous devons donc sortir tous comme un seul homme pour dire merci, infiniment merci au président de la République. Je suis un président de région heureux de mobiliser les populations, surtout qu'en plus de la visite que le vice-président nous rend, il y a le lancement de travaux mais importants en matière d'infrastructure routière. Le président du conseil régional du handball et sa délégation poursuivent leur périple pour la sensibilisation à la mobilisation des populations en faveur d'un accueil chaleureux. L'université d'Anguilla-Brogo a abrité la deuxième édition des Jeux culturels et sportifs du CRU Abidjan 2. Au menu, compétition sportive et prestations des clubs culturels. Cette activité permet d'allier études et jeux récréatifs pour les étudiants. Issa Tionayo. Compétition de football, de handball, de basketball et des sketchs sur la thématique de l'école de la deuxième chance. Toutes ces disciplines étaient au rendez-vous à l'occasion du lancement des activités socioculturelles et sportives du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage au lycée technique de Cocody. Au dire du directeur de la vie scolaire, au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, les différentes équipes seront en compétition toutes les 2 semaines. On dit que c'est gratuit. Gratuit. On paye en plus. Voiture va venir me chercher devant ta porte ici. Moi, je vais monter dans la voiture. La pratique du sport et les études font bon ménage, selon le ministre Kofi Nguessa. Pour ce faire, il a exhorté les élèves à s'adonner aux activités sportives et culturelles. Nous allons continuer d'investir dans le sport parce que je crois aux vertus du sport. Je crois qu'avec le sport, vous allez changer le comportement, vous allez avoir d'autres mentalités, vous allez être encore plus persévérant dans les études et dans vos formations respectives. Et donc, je tiens à exhorter encore une fois les responsables d'établissement, les directeurs, les proviseurs, à s'investir dans le sport et à encourager leurs jeunes. Le ministre Kofi Nguessa s'est réjoui de l'esprit fair-play qui a prévalu au cours du lancement des activités sportives et culturelles dans son département. Mabel Memory est la nouvelle présidente exécutive de l'UPA, l'Union parlementaire africaine. Elle succède à Mohamed Ali, président de l'Assemblée nationale de Djibouti. La passation de charge entre les deux personnalités s'est tenue ce dimanche à Abidjan. Moussa Konaté. Mohamed Ali Oumed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti, quitte son poste de président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Il cède son fauteuil à Mabel Memory Shinomuna, la présidente du Sénat du Zimbabwe, après un mandat d'1 an. Il nous faudra poursuivre les efforts visant à promouvoir des nouvelles adhésions à l'Union, particulièrement en direction du Parlement de l'Afrique australe. La question du paiement des cotisations doit constituer une préoccupation centrale si nous voulons développer et diversifier les activités de notre Union. Au plan international, la coopération avec les partenaires extérieurs partageant les mêmes valeurs doit être poursuivie, particulièrement avec l'Union interparlementaire et le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme,
avec qui un mémorandum d'entente est en voie d'être signé. La sénatrice zimbabwéenne Mabel Memori Shinomuna, nouvelle présidente du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, a été élue lors de la 44e conférence de l'institution tenue le 9 et 10 novembre 2022 au Zimbabwe. Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui m'attend. Mon homologue et prédécesseur a déjà pavé la voie et je reste persuadé que nous allons accomplir un travail formidable sur ces traces. L'Union parlementaire africaine regroupe les parlements du continent engagés dans la promotion du dialogue et de la coopération interparlementaire. Son siège est situé à Abidjan, dans la commune du Plateau. Et dans cette capitale économique, les plans d'eau lagunaires d'Abidjan sont finalement devenus un dépotoir pour les populations riveraines, surtout du côté d'Adoumabo, Koumassizo et Bruno et Port-Boué Adjaoui. Une équipe de contrôle des constructions lance une campagne de sensibilisation. Elle appelle à préserver le cadre de vie. On voit le reportage de Lansini Bakayoko. Partout sur les baies lagunaires dans le district d'Abidjan, la même scène de désolation. Des tas d'immondices et de détritus à perte de vue. Partout, des déchets ménagers et électroniques au sol, des eaux usées ruisselant inlassablement. De Marcory à Noumabo à Port-Boué Adjaoui, en passant par Koumassizo et Bruno, le constat est le même. Pas de système de drainage des eaux usées, de stockage de déchets et de fosses septiques. Résultat, les conduits et autres tuyaux d'évacuation déversent tout leur contenu dans la lagune au mépris de toute règle d'hygiène. Conséquence des installations anarchiques sur la baie des lagunes, la plateforme collaborative de contrôle des constructions est sur les lieux pour mettre fin à ce désordre. Lorsque vous construisez votre maison, vous devez construire des fosses septiques et puis un puits perdu. Lorsque c'est rempli, vous envoyez un camion pour venir vidanger, pour aller jeter là où on doit jeter. La lagune n'est pas le lieu où on déverse tout. Cette sensibilisation est d'autant plus importante que la pollution risque d'hypothéquer les gros efforts faits par le gouvernement, notamment au niveau du bassin du Gourou. Tous ces déchets déversés sont drainés par les pluies et vont former des amas le long des baies lagunaires, donnant ainsi un tout autre visage à la belle ville d'Abidjan. C'est déplorable de voir ça. C'est important en tant qu'habitant de pouvoir vraiment faire preuve d'humanisme, preuve du civisme, de pouvoir vraiment entretenir notre bord lagunaire. La plateforme collaborative de contrôle des constructions, structure qui regroupe en son sein les ministères en charge de l'urbanisme et de l'hydraulique, le district autonome d'Abidjan et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a pour rôle de veiller au respect des normes en matière de construction et de garantir un cadre de vie agréable et assaini aux populations. Retour sur les grands points de l'actualité de la semaine écoulée. Quelques temps forts de l'information dans le monde en 7 jours. C'est dans le 7 sur 7. Une collision entre un car et un camion a fait 22 morts au Sénégal. Une semaine plus tôt, 42 personnes ont perdu la vie dans une collision entre deux bus. Le gouvernement a annoncé dans la foulée une vingtaine de mesures afin de réduire ces accidents. Nombre d'entre elles sont décriées par les professionnels du transport comme étant en déphasage avec les réalités économiques. Les islamistes Shebab ont lancé une attaque meurtrière contre une base militaire au nord de la capitale somalienne. L'attaque intervient juste après que le gouvernement a annoncé avoir repris aux djihadistes une ville côtière stratégique. L'attaque a été revendiquée par les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda. 3 fosses communes ont été découvertes en Iturie par les casques bleus de la MONUSCO avec au moins 50 victimes. Les forces de la mission de paix de l'ONU ont pu identifier les victimes. 12 femmes et 6 enfants, les autres étant des hommes. Ces tueries sont attribuées aux miliciens de la Codeco, un groupe armé qui mène des attaques régulières contre les éleveurs EMA. Le Burkina Faso a été endeuillé par une série d'attaques faisant une trentaine de morts, dont une quinzaine de volontaires de la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée. Le pays est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Aussi, les 66 femmes et leurs bébés qui avaient été enlevés par des djihadistes présumés la semaine dernière ont été libérés par l'armée burkinabé.
Le chef de la diplomatie gabonaise, Michael Moussa Adamo, est décédé à Libreville des suites d'un malaise cardiaque avant le début du Conseil des ministres. Transporté d'urgence dans un hôpital militaire et placé en réanimation, il a rendu l'âme. Moussa Adamo venait d'être reconduit à son poste de chef de la diplomatie le 9 janvier dernier. La Chine a fait état de près de 13 000 décès liés au Covid-19 à l'hôpital entre le 13 et le 19 janvier. Le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies a précisé que sur cette période, 681 patients sont morts à l'hôpital d'une défaillance respiratoire provoquée par le Covid-19 et 11 977 d'autres maladies combinées au virus. 10 personnes ont été tuées lors d'une fusillade survenue dans le sud de la Californie. La fusillade s'est produite près d'un lieu où venait d'être célébré le Nouvel An lunaire, à Monterey Park, ville de quelques 61 000 habitants, majoritairement d'origine asiatique. Selon la police, environ 49 000 personnes sont mortes par balle en 2021. Voilà qui m'intervient ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. Ce soir, le sage nous apprend que la poule qui fouille dans le sable ne dort pas affamée. Je vous souhaite une fructueuse semaine.